Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir et bienvenue. Les grandes articulations. À Dabola, remise de plusieurs ambulances, des cliniques mobiles et d'engins roulants. C'est dans le cadre du projet Suède financé par la Banque mondiale. Partenaires et autorités étaient sur place. Le Premier ministre, chef de gouvernement, préside la cérémonie. La Guinée aura bientôt son tout premier poste de péage et paysage avant son opérationnalisation. Place à la formation des agents sur le site à Tanene. Les exercices pratiques sont lancés. Le directeur général du Fonds d'entretien routier veille au grain. Vers le démarrage du championnat national de Ligue 1, un point de presse est initié pour lever les incertitudes autour de la saison 2025-2026. Plusieurs aspects liés à l'organisation ont été abordés. C'est tout pour le titre. À Dabola, remise de plusieurs ambulances, de cliniques mobiles et d'engins roulants. Je vous le disais à l'instant, c'est dans le cadre du projet Suède financé par la Banque mondiale. Un projet qui impacte positivement 14 préfectures de 3 régions de la Guinée. Partenaires et autorités étaient sur place. Le Premier ministre, chef de gouvernement, préside la cérémonie. Ibrahima Oulé Fofana, compte rendu. Au centre géographique de la Guinée, à Dabola, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède, est dans sa composante santé. 14 ambulances et 14 cliniques mobiles sont offertes aux 14 préfectures des 3 régions du projet Suède. Ensuite, 3200 vélos pour des filles élèves et 210 motos destinées aux ONG de la région administrative de Farana. La remise de ces équipements financés par la Banque mondiale a été faite par Amadou Riba, Premier ministre, chef du gouvernement. Des cliniques mobiles, des ambulances, des motos et vélos aux bénéficiaires dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes. C'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui, lors de cette cérémonie de remise qui marque un tournant décisif dans la mise en œuvre du projet Suède en République de Guinée. Monsieur le Premier ministre, votre présence à cette cérémonie révèle toute son importance, car elle concrétise des années d'efforts concertés et représente la plus importante dotation en équipement jamais réalisée dans les préfectures de Labé, de Farana et de Kanka, pour l'amélioration de l'accès aux soins de santé et le renforcement des infrastructures éducatives. Cette remise marque une étape majeure dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. C'est un projet soutenu par la Banque mondiale et des partenaires internationaux tels que l'UNFPA pour améliorer l'accès aux services de santé. Le projet Suède est une initiative régionale regroupant dans sa phase 1 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont la Guinée. Cette initiative vise à contribuer à la capture du dividende démographique par l'autonomisation des jeunes filles et des femmes et l'accélération de la transition démographique dans les régions à haute vulnérabilité de pratiques et normes sociales néfastes à cette autonomisation. Il a été approuvé en août 2020 pour une enveloppe de 60 millions pour la Guinée, dont 40 millions en dons. Le projet couvre l'ensemble des 14 préfectures des régions de Farana, Kankan et Labé pour une durée de 4 années. La clôture est prévue pour la fin de ce mois. La dotation des districts sanitaires des régions couvertes par le projet en matériel et équipement contribuera sans aucun doute à renforcer non seulement la capacité régionale et la disponibilité de produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition, mais aussi à l'amélioration de l'offre de soins, de services intégrés de qualité au niveau communautaire. Cet appui de la Banque mondiale réconforte tous les ministères sectoriels dans le cadre du projet Suède, la santé, le plan, la promotion féminine, la jeunesse ou encore l'éducation. Ici, les efforts du chef de l'État sont salués dans le cadre du partenariat avec le projet Suède en faveur de la couche féminine. L'autonomisation des femmes, prendre en compte les dividendes démographiques ou au Sahel. Ces 3 aspects sont fondamentaux. D'abord, en ce qui concerne les femmes,
Est-ce que c'est un privilège accordé aux femmes? Ce n'est pas un privilège accordé aux femmes. En investissant sur les femmes, on investit sur l'ensemble de la société. Les jeunes filles qui sont au fond, si elles prolongent leur scolarité de manière efficiente, d'après les études qui ont été faites dans maints pays, les enfants de ces jeunes filles, plus tard, auront un niveau de scolarité supérieur à leur mère. C'est une cérémonie qui a aussi été marquée par les salutations d'usage chez les sages de Dabola. Des prières et bénédictions ont été dites au vestibule et à la grande mosquée en faveur du président général Mamadi Doumbouya. Diplomatie, la Guinée a un nouveau représentant en Sierra Leone. L'ambassadeur Julien Yombono a officiellement présenté ses lettres de créance au président sierra-léonais. 2 questions à l'ordre du jour, retracer l'amitié entre les 2 États et la gestion à l'amiable d'éventuels problèmes. Makemedozo. C'est une prise de contact entre l'ambassadeur Julien Yombono et le bureau du Conseil des Guinéens établis en Sierra Leone. Dans l'ensemble, la communauté salue cette ouverture d'esprit du nouvel ambassadeur qui avait manqué un moment à ses compatriotes. Il y a un sentiment de satisfaction aujourd'hui puisque nous avons compris l'ambassadeur qui est venu envoyé par son Excellence le général Mamadi Doumbouya. C'est quelqu'un qui est venu pour les Guinéens, pour satisfaire les Guinéens et qui a déjà commencé son travail. Je pense qu'au fur du temps, il fera de son mieux pour que les Guinéens vivent mieux ici en Sierra Leone. Tout problème qu'on rencontrera avec les Guinéens, même si on peut les gérer à notre niveau, on tient toujours à l'informer l'ambassadeur et les autorités de l'ambassade. Le nouvel ambassadeur rassure le Conseil des Guinéens de sa volonté de travailler étroitement avec tous. Il insiste cependant sur le respect des lois du pays hôte. Que nous allons travailler par consultation, par rencontre directe. Nous allons faire aussi un petit tour dans le passé. Les Guinéens en Sierra Leone, ce n'est pas seulement Freetown. Ils sont à Bo, à Keneban, à Kairawa, à Makeni et à Lunsar, à Port-Loko, un peu partout en Sierra Leone. Donc nous allons les rencontrer à tour de rôle selon un programme qui va être préparé par mon équipe. Nous les avons rassurés aussi par rapport aux événements qui se passent actuellement à la frontière parce qu'ils ont peur des représailles. Mais je leur ai dit de rester tranquille. Les autorités au plus haut niveau vont gérer le problème et avec l'appui des services techniques que nous sommes. L'ambassadeur Julien profite de l'occasion pour leur faire le compte-rendu de la présentation de ces lettres de créance au président Julius Maada Bio, tout en leur faisant comprendre qu'ils sont une priorité dans sa mission diplomatique. On estime à plus de 2 millions le nombre de Guinéens vivant sur le territoire sierra-léonais. Vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le contenu du document est mis à la connaissance des journalistes des radios rurales et communautaires. Une stratégie déployée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en collaboration avec le Conseil national de la transition. Abdoulaye Diallo. Dans leur mission d'information et de sensibilisation des populations, les journalistes constituent un maillon important dans la société. Dans l'objectif de diffuser le contenu de la loi fondamentale, les journalistes des radios communautaires et rurales du pays apprennent les éléments de langage constitutionnel. Des thématiques comme les principes fondamentaux de la République, les institutions juridictionnelles et les institutions d'appui à la gouvernance démocratique sont abordées. L'objectif de cet atelier, de façon globale, est de renforcer les capacités de vulgarisation des journalistes du réseau des radios rurales et communautaires en Guinée, ainsi qu'aux journalistes des radios privées de l'intérieur du pays à travers le guide de vulgarisation de l'avant-projet de constitution pour une meilleure appropriation et un bon usage dans le cadre de leur travail de communication. Venus de plusieurs stations, ces journalistes des médias opérant à l'intérieur du pays vont échanger avec les experts de l'organe législatif de la transition sur des questions fondamentales indispensables pour la compréhension de l'avant-projet des nouvelles constitutions. Nous invitons donc nos chers frères, sœurs de la presse, pour le respect de l'éthique et de la déontologie,
c'est-à-dire à plus de responsabilité, à plus d'engagement, plus de professionnalisme dans le traitement de l'information constitutionnelle. La presse, qui est le quatrième pouvoir, reste notre partenaire privilégié de tout le temps. Et c'est pourquoi nous vous invitons à nous accompagner en ouvrant le débat constitutif sur tous les sujets. À l'issue de cette formation sur la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution, ces journalistes des radios rurales seront outillés à traiter les informations institutionnelles et à partager la bonne information constitutionnelle, surtout en cette période de transition. En plus bref et en image, cette feuille d'audience à l'hémicycle, le bureau du CNT reçoit les ce sont plusieurs sujets débattus, entre autres, tisser un partenariat fécond dans le domaine de la promotion des droits et des libertés semble permis entre les deux institutions. Par ailleurs, financement des projets de développement, une levée de fonds vient d'être activée par le ministère de l'économie et des finances à travers la Direction nationale de la dette. La campagne est dénommée emprunt obligataire. Le montant à mobiliser se chiffre à 2000 milliards de francs guinéens avec un taux d'intérêt de 12,5%. Plus de compréhension avec Mamadi Gassama. Pour faire face à certaines priorités de l'État, le gouvernement guinéen s'inscrit dans une logique de mobilisation de 2000 milliards de francs guinéens. Pour y arriver, un recours est fait auprès des banques et assurances, institutions de microfinance et autres établissements publics. La campagne est dénommée emprunt obligataire avec 12,5% de taux d'intérêt annuel. L'objectif de cette levée de fonds est de répondre à nos besoins d'investissement qui serviront à impacter la vie socio-économique de nos populations à travers des projets agricoles, des projets d'éducation et faire face aux besoins les plus primaires de nos populations. Cette levée de fonds est une ligne et la suite d'une ligne droite des programmes d'État. Une démarche à laquelle les entreprises adhèrent à cause du succès qu'elle a connu de par le passé. La crédibilité de l'État pour nous n'est plus à démontrer. L'État a toujours honoré ses engagements. Ça fait plusieurs années qu'ils font recours au marché financier. Totalement, nous adhérons à la démarche. Vous savez, la Guinée doit bâtir son avenir sur le secteur non minier. Et pour nous, cette levée de fonds répond à cette problématique. Il y a déjà des exemples concrets, au minimum 4, qui ont été réalisés et qui sont arrivés au bout de cette action. Donc c'est l'appel que je lance auprès des autorités bancaires, financières, au nom du président et du Premier ministre, que les souscriptions des bons du trésor, des emprunts obligataires, permettent à l'économie de mobiliser l'épargne intérieure, de faire face justement au financement des investissements très structurants. Cette campagne s'étend du 1er au 31 décembre 2024 avec pour enjeu la mobilisation de 2000 milliards de francs guinéens. Tenez bien, il n'est plus question d'avoir un secteur industriel sans des données précises et fiables. Un recensement touche présentement les unités industrielles. Les besoins derrière cette opération sont énormes. Structurer, moderniser et dynamiser ce secteur clé, la finalité est de mettre en place des politiques adaptées aux réalités locales. Mariam Kamara. Simandou 2040, un enjeu majeur au développement de la Guinée. Plus qu'un projet, c'est l'acheminement vers un avenir sûr qui va permettre un repositionnement du pays sur la scène internationale. À la Chambre des mines, la question mérite l'implication de toutes les entités qui la composent. Déjà, des collaborations se dessinent. Avec le système des Nations Unies, par exemple, les échanges autour du sujet se veulent promoteurs. Nous avons discuté de sujets qui nous touchent, incluant le développement local, la nécessité pour toutes les communautés de Guinée de sentir les effets du développement et des projets du gouvernement et l'importance pour le secteur privé et le système des Nations Unies de travailler ensemble sur toutes ces questions. Pour la Chambre des mines, la collaboration avec le système des Nations Unies représente un atout. Dans le cadre de nos relations avec le système des Nations Unies en Guinée,
pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, on considère que le système des Nations Unies est un partenaire incontournable pour nous, secteur privé, également pour le gouvernement. Donc c'est une partie prenante essentielle dans le cadre des projets que nous initions en faveur non seulement des communautés, mais de la gestion durable de l'économie guinéenne. Les mines, un secteur de développement durable au cœur des priorités gouvernementales. La Chambre des mines et ses partenaires se préparent à accueillir ce grand projet minier et cela passe par la nécessité de prendre en compte tous les aspects, surtout ceux liés du contenu local, mais également la promotion des entreprises guinéennes. Période de fin d'année avec les accidents en mer au ministère des Transports, on joue à la prévention, réunion d'urgence des maillons de la sécurité maritime, un véritable think tank pour assurer une traversée sans fausse note, notamment les îles de Los, et la bonne nouvelle, des moyens logistiques sont mis à disposition. Abraham Christophe Conté pour plus d'éclairage. En cette période de festivités de fin d'année, le gouvernement de la transition tient à la sécurité des populations en mer. Au ministère des Transports, c'est une réunion d'urgence qui regroupe tous les acteurs impliqués dans la chaîne logistique. En toile de fond, les préparatifs pour une traversée sécurisée dans l'espace maritime. L'idée est de garantir à la population les moyens logistiques sûrs pour la traversée en mer, notamment les îles de Los. Il y a deux messages. Le premier message va s'adresser à ceux qui ont participé à la réunion que j'ai présidée ce matin. C'est que chacun, dans les engagements qu'il a pu prendre ici aujourd'hui devant moi au nom de Monsieur le ministre, puisse respecter, sensibiliser les corps habillés qui vont être détachés pour pouvoir garantir justement la sécurité de nos concitoyens qui seront amenés à prendre des bateaux pour rejoindre les îles. Mais le deuxième message aussi pour nos concitoyens qui soient dans la discipline. Des enseignements sont tirés de l'expérience de l'année dernière. Invite est faite à chaque acteur maritime de jouer sa partition pour la sécurité des citoyens en mer. Les grandes lignes étaient d'abord de revoir l'effectif chargé de la sécurisation, les moyens de traversée et les dispositions à prendre. Vous n'êtes pas sans savoir, les fêtes de fin d'année, la jeunesse est un peu agitée, donc il faut essayer de sensibiliser les gens sur les dispositions qui seront prises au cours de cette rencontre. Au compte de cette année, 6 bateaux de 3 traversiers de 70 places, un de 250 places et un autre de 65 places sont mis au service des populations pour une traversée sécurisée. Et puis, cette autre bonne nouvelle, et c'est pour bientôt, le tout premier poste de péage et paysage de la Guinée. Avant son opérationnalisation, place à la formation des agents. Sur le site à Tanéné, les exercices pratiques sont lancés et le portent sur l'utilisation et le fonctionnement des appareils. Le directeur général du Fonds d'entretien routier et son équipe veillent au grain. Confirmation avec Moussa Komara. C'est une étape cruciale dans l'opérationnalisation de ce poste de péage et de paysage moderne de Tanéné. La formation pratique des caissiers, des maintenanciers, des chefs de gare, des commerciaux et des superviseurs à l'utilisation et à la gestion de ces sites. L'ensemble des participants peuvent avoir une idée très claire sur les équipements et sur le logiciel, c'est-à-dire à quoi servent chaque équipement de la gare de péage ou d'un système de péage d'une manière générale, et bien évidemment le niveau logiciel, comment on peut interagir avec le logiciel de péage d'une manière très claire et très maîtrisée. La gestion des usagers, le fonctionnement des machines, la perception des transactions de péage, les remontées des données, le contrôle, rien ne sera oublié pour aider ces agents à optimiser tout l'écosystème. Au nombre de 50, ils vont se relayer dans ces postes de péage qui sera opérationnel 24 heures sur 24. Nous avons appris d'abord les périphéries, les équipements installés à l'extérieur, parce que c'est le début de la formation. Après ça, nous allons parler des équipements qui sont à l'intérieur et aussi, on va parler aussi du logiciel. On nous a montré les différentes étapes à suivre concernant le péage et le paysage du début jusqu'à la fin, en passant par les différents postes là où sont installés les armoires, où tous les équipements sont stockés. Le Fonds d'entretien routier, qui est l'architecte de cette innovation, espère fluidifier la circulation et augmenter sa recette
pour révolutionner le réseau routier guinéen, très vétuste. Ce projet a sa première phase. La deuxième phase va commencer en début 2025 pour la construction de 4 autres postes de péage sur la RN1, la RN4 et la RN6. Et l'objectif, c'est de trouver des mécanismes de financement pour l'entretien routier en Guinée. De financement et d'entretien routier. Cette formation pratique va durer des jours. Elle intervient 2 mois après la partie théorique. À la fin, chaque agent sera capable de maîtriser toute la méthodologie et les logiciels de péage. À Dubreka, ce vendredi, les prières sont dites pour le repos des âmes suite aux événements de Nzérékoré, mais aussi pour la paix en Guinée. Les ministres des Finances et de la Communication étaient de la partie. Ils ont transmis les messages d'unité et de développement du chef de l'État, Kerno Ousmane Diallo. La préfecture de Dubreka, préfecture en pleine transformation du fait d'investissements gigantesques pour moderniser les infrastructures et améliorer les conditions de vie des populations. Des populations satisfaites des actions et qui implorent la grâce divine pour la réussite des différents programmes et projets de développement. À l'invitation des sages et de la coordination des ressortissants de Dubreka, la CORED, les ministres en charge des finances et de l'information ont tout d'abord, au nom du chef de l'État, procédé à la remise de produits médicaux à l'hôpital préfectoral et souligné une fois encore la vision du développement du président de la République. Le président, le général Mamadi Doumbouya, fait de l'axe social et de la santé l'un des piliers les plus élevés de son programme d'action. J'allais dire le programme d'action de la refondation, mais aussi dans le cadre du programme national de développement qu'on appelle Vision Simandou 2040. Et donc, il nous a mandaté de venir justement voir les autorités à la base pour présenter ces dons de médicaments pour que les populations puissent bénéficier de ce qu'on appelle les fruits de notre croissance économique. On est en train de voir déjà à la base la construction des routes, des voiries urbaines, la construction des canaux d'évacuation. Et ça, c'est ce qu'on appelle des projets intégrés de développement. À la grande mosquée de Dubreka, la délégation gouvernementale est accueillie chaleureusement. Des religieux venus de toutes les sous-préfectures de Dubreka et des quartiers de la ville réunis autour du Saint-Coran ce vendredi saint pour clore plusieurs jours d'invocation en la mémoire des disparus de Nzérékoré pour l'unité nationale et pour le développement de la Guinée. La Guinée est une famille. Nous sommes tous touchés par ce qui s'est passé à Nzérékoré. Nous présentons nos condoléances au peuple de Guinée, au chef de l'État, et nous prions Dieu pour qu'il protège la Guinée et qu'il facilite la réussite des différentes initiatives visant le progrès, comme celles en cours ici à Dubreka. La CORED, coordination des ressortissants de Dubreka, initiatrice de cet événement, se félicite de sa réussite. Dubreka a de l'esprit de refondation, comme toutes les autres préfectures de la Guinée aujourd'hui. Partout où vous passez aujourd'hui en Guinée, vous constatez les chantiers qui sont ouverts un peu partout, les chantiers déjà réceptionnés, en cours de construction. Et Dubreka aussi, franchement, la population de Dubreka est très contente du président de la République. Plusieurs actions qu'il est en train de poser aujourd'hui dans la préfecture de Dubreka, à savoir la route nationale numéro 3 qui est actuellement en construction et le premier péage de la République de Guinée est en train de construire sur le territoire de Dubreka, en l'occurrence la sous-préfecture de Tanene. C'est une façon aussi de remercier le chef de l'État pour toutes les actions de développement qui sont posées dans notre localité. Aujourd'hui, quand vous venez à Dubreka, vous voyez vraiment que la préfecture est en chantier. Les routes, les voiries urbaines, les caniveaux, les infrastructures de développement, on sent vraiment que Dubreka bouge. Donc pour toutes ces actions de développement, nous disons merci à Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, que Dieu continue de le protéger pour la Guinée et pour vraiment le développement du pays. Les sages et les ressortissants de Dubreka comptent poursuivre sur le même élan pour à la fois promouvoir l'unité nationale et sensibiliser les populations sur les enjeux des investissements et réformes en cours à travers le pays sous le leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya. À
Abeila, précisément, Nyonso-Moridou, les nouvelles techniques apicoles sont partagées et à juste raison, renforcer les capacités des apiculteurs, la production du miel et d'autres produits dérivés se verra accrue très prochainement. C'est l'objectif recherché dans la redynamisation du secteur apicole. Mohamed Salioupaï, correspondance. L'apiculture est une des pratiques les plus anciennes du monde rural. Pour moderniser les techniques afin d'accroître la production du miel dans les communautés, les acteurs de cette filière sont en formation dans la commune rurale de Nyonso-Moridou. En plus de l'amélioration des pratiques, cette rencontre est une opportunité d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs. Le gouvernement actuel a décaissé 1,7 milliard pour développer l'apiculture en Guinée, afin que les gens abandonnent des pratiques traditionnelles. À tous les niveaux, dans chaque préfecture, on a acheté du matériel, on a mis là-bas. Si les gouvernements veulent, ils prennent à crédit et remboursent au fur et à mesure de récolte pour améliorer les techniques de récolte et d'extraction du miel, afin que le miel guinéen soit du miel de qualité et que nous pouvons le vendre sur le marché international. Longtemps considérée comme moyen de subsistance dans le monde rural, cette filière se révèle aujourd'hui très rentable pour les pratiquants. D'où la nécessité de formation des acteurs afin d'en faire un levier du développement économique durable de nos communautés. Nous sommes en train de voir avec les Marocains, ils se sont intéressés pour 2 conteneurs par an. Nous sommes en train de voir comment gagner, avoir le contrat. Si on fait le contrat, on reviendra à la base pour préparer très bien le groupement afin qu'on ait un miel de qualité et que nous pouvons profiter du marché marocain. Ça a un impact positif sur le plan de l'environnement. Ça va permettre à beaucoup de personnes de se virer vers l'apiculture. Comme ça, les gens vont agir moins sur l'environnement. Exploitant le gigantesque gisement de fer des Monts Simandou, Rio Tinto Simfer accompagne cette initiative du gouvernement visant à renforcer les compétences locales dans le but d'accroître les revenus des populations. Foncier agricole, une nouvelle politique nationale s'annonce pour la Guinée. Le document apporte des innovations. Beaucoup de priorités sont accordées aux producteurs, notamment les facilités dans l'obtention des documents. Avant son adoption, le document devra être présenté au gouvernement. Ça, un marathon. Après plus de 2 ans de concertation avec tous les acteurs du secteur, la Guinée est en voie de se doter d'une nouvelle politique nationale agricole foncière. Le document va combler le vide juridique constaté pendant les états généraux du foncier guinéen tenus en 2022. La politique foncière agricole, si elle est adoptée et traduite en loi foncière agricole, va venir combler un gros vide juridique au niveau du cadre législatif guinéen pour permettre une exploitation optimale des ressources foncières agricoles pour aller vers la sécurité et la souveraineté alimentaire tant rêvée par les populations guinéennes. L'élaboration de cette réforme a reposé sur une méthode participative réunissant plus d'une vingtaine de groupes d'acteurs et qui ont permis de traiter les grandes problématiques liées au foncier rural, ainsi que 4 enjeux spécifiques. Le document approuvé par les acteurs du secteur, mais aussi par les partenaires techniques et financiers et le corps diplomatique, compte 75 mesures fruits de 21 ateliers d'échange. Aujourd'hui, cette politique à laquelle nous avons participé pleinement à toutes les étapes va permettre aux professionnels agricoles d'accéder aux fonciers de façon équitable et équilibrée. Je voudrais rapidement mettre en exergue 2 caractéristiques majeures de cette politique. La première est que toutes les catégories de producteurs sont prises en compte de façon explicite, des grands investisseurs aux exploitants agricoles familiaux, avec un accent spécifique mis sur les personnes vulnérables. La seconde caractéristique concerne le traitement des spécificités des dimensions foncières des aménagements hydro-agricoles. Il s'agit de la première politique foncière agricole ou rurale d'Afrique de l'Ouest qui traite du foncier irrigué à part entière. Cette nouvelle politique de gestion foncière agricole en Guinée sera présentée au gouvernement pour appréciation avant son adoption finale. Le document sera ensuite soumis à l'approbation du Conseil national de la transition.
Toujours dans l'actualité, revue sectorielle conjointe de l'éducation. Les travaux sont ouverts pour 72 heures. Les principaux acteurs du système éducatif réfléchissent ensemble. Le rapport annuel de performance n'est pas exclu. Les recommandations seront formulées en lien avec le programme décennal de l'éducation. Abdoulaziz Baldé. L'événement annuel réunit tous les acteurs impliqués dans le système éducatif en Guinée. La revue sectorielle de l'éducation est officiellement ouverte à Conakry devant les cadres de 3 ministères sectoriels et les partenaires techniques et financiers. L'exercice permettra de constater les progrès réalisés en 2023, mais aussi se projeter sur des défis pour atteindre des cibles des indicateurs définis pour l'année à venir. À travers les indicateurs de pilotage, nous verrons effectivement dans les ministères s'il y a eu performance ou pas. Est-ce que les ressources qui ont été mises à la disposition des ministères en charge de l'éducation et de la formation ont été transformées en résultats? Donc c'est lors de cette revue que cette situation est présentée, discutée. Des recommandations sont formulées pour un meilleur pilotage de notre système pour les années à venir. Cette présente revue se tient à un moment où le gouvernement guinéen et ses partenaires éducatifs multiplient les initiatives pour renforcer et améliorer l'accès à l'éducation afin d'atteindre des objectifs du programme décennal pour l'éducation PRODEG. L'initiative est soutenue par le Partenariat mondial de l'éducation et l'UNICEF. Nous avons un programme décennal assez étoffé qui est assez ambitieux, donc c'est de travailler à l'accélération de sa mise en œuvre parce que les populations n'attendent pas, d'explorer de nouvelles pistes alternatives de financement pour que l'on puisse prendre en compte l'ensemble des bénéficiaires, mais aussi transférer les compétences pour que nous puissions au niveau national activer les automatismes et les mécanismes pour mettre en œuvre nos propres programmes d'éducation. Et notre objectif est vraiment d'accompagner la Guinée dans ses efforts d'avoir une éducation de qualité, une éducation inclusive, une éducation où les enfants apprennent. Ils ont une qualité pour être employés sur le marché. Le gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers attachent du prix au dialogue sectoriel sur l'éducation pour des solutions concrètes. Toutefois, des défis restent à relever, notamment dans les zones rurales. Éducation encore. Direction Kolabouyi, préfecture de Boké. 45 écoles sont la cible d'une vaste campagne de distribution de kits scolaires. Élèves et parents d'élèves sont aux anges. En geste de SMB Winning, le consortium se dit favorable à la scolarisation des enfants dans cette zone minière. Younous Atawel Kamara. Des sacs, des fournitures scolaires, mais aussi des livres sont offerts aux élèves de l'école élémentaire de Gassia, sous-préfecture de Kolabouyi. C'est un geste de la direction générale du consortium SNB Winning qui veut accompagner les parents dans la promotion de l'éducation à la base en vue de lutter contre la déperdition scolaire dans cette zone minière de la région de Boké. Aujourd'hui, précisément, il s'agit de la distribution de kits scolaires aux élèves de première année. Il y a 45 écoles qui ont été choisies. C'est une façon d'aider les parents d'élèves, d'aider l'éducation nationale. Parce que vous savez tous que si les enfants ont une bonne formation, ça va assurer l'avenir du pays. Cette autre stratégie pour encourager la scolarisation des enfants en âge d'aller à l'école est vivement saluée par les parents, encadreurs et autorités éducatives. Ce programme vise à renforcer le rôle de l'éducation civique, du développement économique et de la bonne gouvernance dans la prévention de la violence et encourage les élèves à bien travailler. Quant aux parents élèves, je leur demanderai d'être au service de nos structures scolaires, d'éviter un laisser-aller des enfants qui nous ont chers, bannir la démission parentale. Je suis très satisfait en ce sens que ce don non seulement va pousser les parents d'élèves à amener les enfants davantage à l'école, mais aussi ça va créer l'émulation entre les élèves. Au total, plus de 3000 élèves vont bénéficier de ces kits scolaires dans les 45 écoles ciblées dans la sous-préfecture de Kolabouyi. On ne change pas de sujet. Scolarisation des enfants. Pendant ce temps, la couverture alimentaire est insuffisante.
15% seulement des élèves bénéficient des repas à l'école. La question mobilise le ministère du Plan et ses partenaires. Évoluant dans les cantines scolaires, l'objectif est clair, réfléchir sur une alimentation stable afin d'accroître les performances des enfants à l'école. Al-Gassimouba. Selon les statistiques fournies par le Programme alimentaire mondial, la Guinée compte environ 11 732 écoles primaires publiques et communautaires. En 2023, seules 400 écoles ont bénéficié des repas scolaires mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et 800 autres écoles par le programme de repas scolaires du PAM. Ce qui dénote que seuls 15% des enfants en âge d'être scolarisés reçoivent un repas à l'école, d'où cette réunion de task force sur l'appui à la gestion des cantines scolaires. La cantine scolaire attire beaucoup de enfants pour venir et étudier et rester à l'école. Donc nous sommes très contents avec l'initiative de leadership du gouvernement, spécialement du ministre Nabé, du ministre des plans de coopération internationale. Les défis sont nombreux, couverture limitée des cantines scolaires, problèmes de logistique, financement durable et suivi rigoureux de la qualité des repas. C'est pourquoi il est important d'explorer avec toutes les parties prenantes des solutions efficaces et adaptées. L'objectif de la réunion, ce n'est pas que les mines approvisionnent les cantines scolaires. Le but, c'est d'avoir un groupe de travail initié par le ministre du Plan et de la Coopération en relation avec les partenaires techniques et financiers pour pouvoir travailler ensemble afin d'identifier les pistes de solutions qui permettent d'avoir des revenus durables et diversifiés pour les cantines scolaires. Il y a quelques mois, on a signé la stratégie pays, PAM et la République de Guinée 2024-2029, d'à peu près 146 millions de dollars. L'objectif aujourd'hui, c'est de trouver des pistes, des solutions, vraiment de trouver les moyens nécessaires pour le financement des cantines scolaires dans notre pays. Aujourd'hui, c'est extrêmement important, c'est la mise en place d'une task force que Monsieur le Premier ministre a aussi demandé pour résoudre ce problème-là une fois pour toutes. Les repas scolaires incitent les familles à envoyer leurs enfants à l'école et les aident à y rester pendant l'adolescence. Toute chose qui permet de rendre notre système éducatif performant. Place à la santé maintenant, lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Les équipes de coordination des subventions se retrouvent à Kindia. Rencontre axée sur l'examen des précédentes subventions. Celles de 2024 et 2026 sont passées en revue afin de renforcer les interventions. Mohamed Lamine Kamara. L'instance de coordination nationale de subvention du Fonds mondial contre la tuberculose, le VIH-Sida et le paludisme remobilise sa machine d'examen et d'analyse des nouvelles subventions de 2024-2026. Des subventions financées à hauteur de 165 millions de dollars américains avec un cofinancement du gouvernement guinéen de 40 millions de dollars. Ici à Kindia, les récipiendaires principaux, les membres de l'ICN Guinée et les partenaires étatiques analysent le processus de clôture des précédentes subventions de 2021-2023. C'est de voir durant l'année 2024, première année de la nouvelle subvention 2024-2026, qu'est-ce qui a été fait depuis janvier, quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées et quelles solutions on peut envisager pour qu'il y ait une bonne mise en œuvre de subventions au profit des populations. Le ministère de la Santé, à travers ces différentes unités, bénéficie de ce financement pour la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire, puisque le souci permanent du ministre de la Santé, c'est de faire en sorte que ce financement soit bien coordonné et mis en œuvre pour respecter les instructions de Monsieur le Président de la République. Avec un soutien financier du Fonds mondial, l'année 2024 aura été une période de transition cruciale pour la Guinée dans la lutte contre les trois pandémies. Le défi reste à relever. Le renforcement de la coordination interinstitutionnelle par un alignement stratégique avec le ministère de la Santé, le respect des engagements financiers par la prévisibilité et la transparence des fonds de contrepartie, l'optimisation des processus logistiques à travers des mécanismes simplifiés et transparents pour l'exonération et l'approvisionnement des produits de santé. À travers cette Assemblée générale, l'ICN Guinée et ses partenaires restent mobilisés pour renforcer l'efficacité des différentes interventions issues du financement du Fonds mondial.
Santé sur fond d'assistance humanitaire, c'est dans le district de Pouquet, à Dalaba. Il s'agit de la consultation et de la distribution des produits essentiels aux personnes nécessiteuses, un soutien de Rotaract Club Conakry-Camayen. Marwan Kamara. Situé à 312 km de la capitale Conakry, le district de Pouquet dans la préfecture de Dalaba est l'une des zones cibles du Rotaract Club de Conakry pour apporter son soutien à la communauté. À l'école primaire, une journée de consultation et de distribution des médicaments essentiels rassemble les populations de Pouquet et environnants. Déjà sur place, plusieurs personnes bénéficient de cet apport humanitaire. Nous nous réjouissons à plus d'un titre de l'opportunité que vous offrez aux citoyennes et citoyens de notre district pour cette journée de consultation gratuite et de fourniture éventuelle de produits pharmaceutiques en faveur de ceux qui en ont besoin. Vous avez vu l'engouement des populations, les enfants, les femmes, des vieilles personnes se sont déplacés, même pas du village, mais sont venus même de la ville et d'autres contrées pour se soigner. Nous saluons les initiateurs de cette opération et nous les encourageons. Cette initiative du Rotaract Club Conakry-Camayen permettra aux communautés défavorisées de bénéficier équitablement des soins de santé afin de réduire les disparités et les inégalités en matière d'accès aux services de santé de base. L'objectif de cette action s'articule sur 3 volets. Faciliter l'accès aux soins primaires de la communauté, sensibiliser la communauté aux bonnes pratiques sanitaires aussi, et également favoriser aussi la solidarité communautaire entre la communauté et nous, parce que nous sommes un club service de jeunes engagés au service de notre communauté. Nous sommes engagés pour aider les communautés, trouver des solutions pour les communautés guinéennes, pour la Guinée, mais pour les communautés également. Cette campagne humanitaire du Rotaract Club est à sa 4e édition. Elle contribue à renforcer les soins de qualité conformément aux objectifs de développement durable pour un monde meilleur. On reste à Dalaba pour parler cette fois-ci de la santé animale. Les leçons de base sont transmises aux épidémiologistes de terrain. C'est dans le cadre des travaux de l'atelier post-Isavette appuyé techniquement par la FAO. La 3e cohorte est baptisée Dr Racine Ndiaye, chef d'équipe ECTA de Guinée. Mamadou Paté-Baldé est sur place. Après 4 mois, les travaux de formation des professionnels vétérinaires de terrain se sont achevés sur des notes d'espoir et de satisfaction. Organisés par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, avec l'appui technique de la FAO sur le financement de l'USAID, l'objectif était de renforcer les capacités des agents vétérinaires du pays sur l'épidémiologie de terrain. Nous voulons profiter de cette occasion pour renouveler l'engagement de la FAO à poursuivre les efforts pour doter la Guinée de services vétérinaires performants, capables de détecter précocement en vue de riposter efficacement contre les zoonoses prioritaires et de préserver la santé des populations guinéennes. Vous devez lutter sans relâche ni répit contre les pathogènes des animaux à l'origine de maladies infectieuses, transfrontalières, émergentes et émergentes qui se liguent contre la santé de nos animaux et des braves populations. Après la présentation du rapport d'évaluation des stagiaires, ces récipiendaires reconnus d'office comme épidémiologistes de terrain niveau de base ont reçu leur certificat de fin de formation en guise de reconnaissance par le programme Isavette. Nous pensons que les candidats que nous avons eu à apprécier ont été largement outillés pour prendre en charge la prévention, mais aussi la gestion des épidémies. Vous qui avez bénéficié de la formation, vous avez plein droit de mettre vos connaissances à l'avantage de la Guinée. Ainsi, la FAO et l'USAID comptent lancer la formation de la 4e cohorte des vétérinaires professionnels en vue d'appuyer les efforts du gouvernement de la transition dans la lutte contre les maladies à potentiel endémique, y compris les zoonoses, pour le bien-être du cheptel et pour la santé des populations.
À présent, le communiqué numéro 0218 du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, a l'honneur d'informer la population que des audiences foraines administratives sont organisées sur toute l'étendue du territoire national du 14 décembre 2024 au 13 janvier 2025. Les audiences foraines administratives permettront à chaque Guinéen sans acte de naissance d'en obtenir un gratuitement. Avoir un acte de naissance est fondamental pour s'inscrire à l'école, accéder aux soins de santé, trouver du travail, mais aussi obtenir une carte d'identité, un passeport ou une carte d'électeur. Un acte de naissance, c'est aussi ce qui garantit à chaque Guinéen une identité juridique et éviter l'apatridie. Ainsi, le ministre encourage vivement tous les Guinéens âgés de 10 ans et plus et ne possédant pas d'acte de naissance à se présenter au chef-lieu de leur commune pour se faire régulariser. Vous devrez vous présenter avec 2 témoins âgés de plus de 18 ans devant le magistrat et les officiers d'état civil. Ils vous remettront alors un jugement supplétif et votre précieux acte de naissance. Toute la procédure est strictement gratuite. Pour plus d'informations, le ministre vous encourage à contacter votre chef de secteur ou votre président du conseil de quartier ou de district. Le ministre tient à remercier l'ensemble des participants à cette opération cruciale pour la République, dont les magistrats, les officiers d'état civil, les superviseurs communaux et les coordinateurs régionaux et préfectoraux de PN RAVEC. Il leur demande la plus grande souplesse pour la tenue de ces audiences foraines administratives. Fait à Conakry le 12 décembre 2024, général 2e section Ilhaj Ibrahima Khalil Kondé. Protection des droits de la gente féminine, le réseau des femmes syndicalistes parle d'une seule voix et c'est pour combattre les violences basées sur le genre. La pratique est dénoncée, séance tenante, les alertes sont faites sur les conséquences relatives à la vie et au bien-être de la couche féminine. Mounir Bari. Le réseau des femmes syndicalistes de Guinée entend jouer sa partition dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Ce réseau multiplie les plaidoyers pour la ratification de la Convention 190. Depuis 1991, la communauté internationale célèbre les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. En Guinée, cet événement mondial intervient à un moment où on assiste à des violences répétées. Les femmes travailleuses du mouvement syndical guinéen condamne avec la dernière énergie toutes les formes de violence verbale et physique faites à l'endroit des filles et des femmes. Ces syndicalistes travaillent pour la protection sociale des femmes, font des requêtes auprès des autorités pour l'application correcte des lois guinéennes et les conventions internationales sur la protection des femmes. La femme incarne les vertus de la société africaine. C'est pour ça, partout où vous lancez ces activités pour contrecarrer ces velléités, nous devons vous accompagner effectivement. À l'occasion de cette rencontre, ces femmes ont eu d'abord une pensée pour la jeune Aïchaba, récemment victime de viols et de meurtres, ainsi que pour toutes les autres femmes touchées par ce phénomène. Le mouvement syndical guinéen accompagne le réseau de femmes syndicalistes de Guinée afin de poursuivre les coupables devant les juridictions compétentes. Et puis, cette nouvelle opportunité pour les femmes évoluant dans les activités créatrices de revenus à Conakry, le programme Femmes Actives. Wonkeli est lancé, un appel à candidature est aussi ouvert. Résultat attendu, rehausser les compétences pour garantir l'autonomisation des femmes. Nabilaï Moussa Kamara. À Conakry, le programme Femmes Actives Wonkeli est officiellement lancé par les initiateurs.
Cette nouvelle opportunité pour les femmes détentrices de projets innovants des 4 régions et celle de la diaspora guinéenne tire ses racines dans les 5 piliers de la vision Simandou 2040. Les 5 piliers du programme Simandou se retrouvent dans le programme Femmes Actives Wankeli. Simandou parle de l'émergence de la Guinée à travers son projet Simandou, qui va toucher plusieurs secteurs d'activité, pas que le secteur minier. Donc aujourd'hui, il faut que les femmes puissent être actives dans ce sens-là, de sorte à ce que d'ici 2040, on puisse être véritablement dans cette émergence-là et que les femmes puissent jouer un rôle clé dans cette émergence. L'objectif du programme Femmes Actives ou Wankeli, qui est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin comme moyen d'affirmation d'une carrière et du statut social viable en vue d'assurer l'employabilité des femmes par l'entrepreneuriat, correspond à l'une des priorités majeures inscrites dans le plan d'action du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Face aux journalistes, les responsables du programme Femmes Actives Wankeli expliquent la nécessité de mettre en place ce projet qui prévoit des formations et des accompagnements de plusieurs femmes issues du secteur formel et informel. Le programme concerne également les Guinéennes de la diaspora qui souhaitent revenir parce que nous encourageons le retour au pays. Il faut formuler des projets dans ces secteurs d'activité, donc l'environnement, les nouvelles technologies, l'agriculture, l'artisanat, le BTP et les mines. L'appel à candidature pour participer au programme Femmes Actives Wankeli est déjà lancé. Les 10 meilleurs projets seront accompagnés par le programme jusqu'en février 2025. Un centre d'apprentissage du judo ouvre ses portes au grand public et cela enchante les clubs de judo, mais pas seulement. La formation des adolescents, notamment les filles, connaîtra une nette amélioration. Déjà, le centre draine des passionnés. Abdoulaye Diallo, Sarafedine Diallo. Le judo, un art martial créé au Japon en 1882 par Jigoro Kano en tant que pédagogie physique, mentale et morale. Cette activité est devenue de nos jours un sport de combat olympique qui passionne plusieurs personnes à travers le monde. À l'Abbé, ce club de judo fait objet de convoitises par des jeunes garçons et filles. Nous, ce qu'on souhaite, c'est à travers l'exposition et la présentation des activités du club, c'est de faire en sorte que le nombre d'adhérents du club augmente, mais que aussi la proportion de femmes et de filles soit plus importante. Nous sommes venus pour représenter les filles dans le judo, pour encourager les autres filles aussi à pratiquer le sport. On encourage les parents d'élèves à pousser les enfants à pratiquer le judo. Au-delà de son caractère combatif, le judo éduque. Aujourd'hui, plusieurs parents ont inscrit leurs enfants au club judo de l'Abbé. Ces derniers bénéficient d'un encadrement sportif et éducatif. D'abord, je les ai amenés ici pour qu'ils puissent être mieux encadrés, pour ne pas qu'ils soient dehors à tourner un peu partout. Et je les ai amenés pour qu'ils puissent se défendre en cas d'agression et surtout pour qu'on puisse mieux les canaliser. La création d'un club de judo dans la commune urbaine de l'Abbé est une aubaine pour les responsables administratifs et communaux. Le sport constitue un facteur de régulation dans l'organisme de l'être humain. Donc réaliser une telle discipline au sein de notre communauté, c'est une très bonne chose que je salue au nom de tous les citoyens de la population de l'Abbé. Le club judo de l'Abbé, pour rappel, a été créé en 2023. Aujourd'hui, plusieurs passionnés sont enthousiastes par cette autre discipline sportive. Du judo, place au foot vers le démarrage du championnat national de Ligue 1. Un point de presse est initié pour lever les incertitudes autour de la saison 2025-2026. Le président de la Ligue guinéenne de football professionnel est revenu sur plusieurs aspects liés à l'organisation. Djibril Kamara pour plus d'éclairage. Cette année, la nouvelle saison sera lancée à Kankan par Milo FC et l'association sportive de Kaloum. Devant la presse ce vendredi, le président de la Ligue est largement revenu sur les raisons du démarrage du championnat national de Ligue 1. La Ligue 1 Guico Press, pour nous ici, elle doit pouvoir démarrer le 14. Nous sommes largement en retard. Il faut qu'elle démarre pour plusieurs raisons. La vocation d'un club, c'est de pouvoir participer à un championnat
être champion, représenter son pays, ce qui est une fierté, et faire en sorte qu'on ait une équipe nationale performante. Aujourd'hui, si nous ne démarrons pas ce championnat tout de suite, c'est coûteux pour les clubs, l'équipe nationale ne va pas en profiter. La deuxième raison, c'est que nous sommes en retard, on ne va pas être en cohérence avec le calendrier de la CAF, parce qu'à un moment donné, il va falloir donner la liste des champions et des vice-champions pour les compétitions africaines. Pour la nouvelle saison, 12 clubs sur 14 ont signé une pétition de ne pas jouer le championnat national sans le paiement des 80 millions d'arriérés de la saison dernière. Lucien Bendou Guilao compte sur l'esprit sportif des dirigeants de club. Il ne manquait plus que je me mette à genoux pour leur dire, s'il vous plaît, jouez, nous allons continuer à mobiliser des fonds. On peut mobiliser 40 millions. Et nous vous supplions de jouer. Parce qu'un championnat, ce n'est pas seulement les subventions. Il y a les frais de match, il y a les arbitres, il y a la Croix-Rouge, il y a la sécurité, il y a beaucoup de frais. Ils ont dit non, on ne veut pas. On va jouer le 14, ceux qui ne jouent pas, on applique le règlement. Si c'est 2, 3 fois, si ce sont les 12 qui ne jouent pas, l'année blanche est déclarée. Déclarer une année blanche dans un pays est un danger pour l'avenir des sportifs de ce pays. Pour sauver la situation, il est temps que l'État guinéen accompagne le championnat national de Ligue 1 comme le font d'autres pays de la sous-région. C'était l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue. À très vite.